Dans cet épisode, nous parlerons avec Elodie d'écotourisme et de son projet du guide des 7 sens. Vous pouvez retrouver ce guide, ainsi que plein d'articles autour de l'accessibilité, du loisir, de la culture et du tourisme de demain sur le site internet leguidedessetssens.fr. Vous pouvez aussi faire un tour sur la page Facebook du même nom pour donner votre avis, participer au débat et encourager le projet d'Elodie. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Café Vert et aujourd'hui je reçois Elodie. Elodie, comment ça va? Ça va bien toi Christophe? Moi ça va très très bien. Dans ce nouvel épisode on va parler d'un sujet dont on a parlé il y a 12 épisodes d'ailleurs, le tourisme et en particulier de l'écotourisme. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter Elodie? Ouais, du coup moi c'est Elodie. Je suis confinée à Lyon actuellement puisque je suis en fin de deuxième année de master tourisme et valorisation du patrimoine. Je suis de Strasbourg à la base et du coup j'ai souvent partagé mon temps entre l'Allemagne et la France, et c'est à Hambourg pendant une année de séjour qu'on s'est rencontrés avec Christophe. C'est vrai, il y a quelques années maintenant. Ouais, ça fait déjà quelques temps. Et d'ailleurs, je précise que oui, dû au confinement, maintenant, la plupart des épisodes se feront à distance. Donc le son peut être un petit peu altéré, mais on garde toujours des sujets intéressants. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler donc d'écotourisme. Est-ce que tu as un projet en particulier justement? Pourquoi tu t'es lancé dans ce domaine? Ouais, alors du coup, comme je disais, je suis en master tourisme et valorisation du patrimoine. Donc en fait, il y a vraiment deux socles dans cette formation. C'est d'une part forcément le tourisme et le deuxième socle, c'est la culture. Et en fait, on se rend compte que maintenant, avec la crise du Covid etc., on est vraiment dans une période de réflexion autour du tourisme et ça inclut notamment toutes les réflexions autour de l'écotourisme, de la valorisation des zones rurales, etc. Dans le but de mieux dispatcher en fait les touristes, parce que on se rend compte que à Paris, on a beaucoup de touristes, à Cannes par exemple, à Lyon. Et en fait, le but du jeu, c'est un peu de mieux gérer les flux. D'ailleurs, là-dessus, c'est quoi ta définition de l'écotourisme? Il y en a plein, ça regroupe plein de sous-parties d'écotourisme. Donc il y a le tourisme de nature, dans la nature. On va simplifier là pour le podcast, c'est des gens, donc des touristes. Je veux vraiment garder cet aspect humain, donc on a vraiment des personnes qui se déplacent dans des milieux ruraux pour apprécier la nature. Donc il y a un délire un peu éducatif et aussi pour se rendre compte des traditions locales, etc. Ça, en fait, une sorte de tourisme plus décentralisé, c'est-à-dire ne plus faire de queue devant la Tour Eiffel pendant 1 heure, 2 heures, mais plutôt découvrir les régions en France. Ouais, et il y a aussi une vraie valeur éducative derrière tout ça. C'est aussi important à préciser, je pense. Éducatif dans quel sens? Par rapport aux traditions? C'est ce que tu disais? Par exemple, si on a des gens qui viennent au milieu ruraux, ça va être des urbains, enfin ça peut être, on va dire, des urbains qui n'ont pas forcément les codes en fait de la nature. C'est con, enfin c'est bête, pardon, mais on sait plus forcément utiliser une carte, tu vois. Et si t'enlèves, le GPS, c'est le premier exemple qui me vient en tête, mais tu mets un urbain dans la nature, on sait pas forcément quoi faire, tu vois, et comment s'occuper aussi. S'il n'a plus de 4G, ça peut être un peu difficile. Ouais, exactement. Là-dessus, si j'ai bien compris, tu as développé un petit projet personnel. Est-ce que tu peux en parler tout simplement? Oui, bien sûr. C'est le guide des 7 sens. C'est un petit livret qui regroupe des activités à Lyon et dans ses environs. Et c'est parti d'un constat simple en fait, c'est qu'on a. Alors, il faut que je précise aussi que les 7 sens, donc il y a les 5 sens habituels, plus 2 sens qui sont le mental et le moteur. Et il y a un positionnement un peu multiple. Il y a tout ce qui parle de l'accessibilité d'une part, et après il y a des valeurs d'authenticité et des zones rurales. Donc c'est parti d'un constat simple, c'est que on voit des guides version handicap, handitourisme, qui ont déjà été faits, qui ont déjà été marketés, qui sont pour la plupart payants en plus. Et dans la première de couverture, on a souvent un labrador, une personne en fauteuil roulant. On se rend compte que selon la MDPH, donc la maison départementale pour le handicap,
on a 80% des handicaps en France qui sont invisibles. Donc en fait, on se rend compte que la cohérence, enfin que c'est super incohérent. Tu dirais que les organismes actuels abusent un petit peu de clichés justement pour représenter le handicap? Alors je pense pas que ce soit un abus de cliché, parce qu'ils ont une cible, elle est super définie et que finalement ça colle. Mais c'est une mauvaise représentation du handicap, parce que la plupart, en fait, le handicap, ça regroupe aussi tout ce qui est les problèmes d'accessibilité, les déficiences mentales, psychologiques, des douleurs chroniques, et c'est tout sauf une personne en fauteuil roulant, en fait. Ça, c'est peut-être 0,2% du handicap. C'est incohérent. C'est ça le problème que j'ai perçu là. Ok, donc toi, t'as voulu retourner le problème en justement ouvrant les possibilités avec les 7 sens, justement. Ouais, c'est ça. Le but du jeu, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Donc, si maintenant quelqu'un a un problème de vision, qu'il soit pas cantonné à un chapitre pour aveugles, qui disent voilà, si vous êtes aveugle, vous avez un problème, une déficience visuelle, vous avez ce chapitre-là pour vous, et de dire voilà, ce chapitre-là, il est pour la vision, mais tous les autres, vous pouvez les faire et vous pouvez y accéder. Ouais, non, c'est assez différent. Ah, c'est une super idée. Et pour l'instant, c'est que sur Lyon, mais est-ce que tu prévois de le développer à d'autres régions? Pour l'instant, c'est que à Lyon, parce que c'est un projet un peu perso que j'ai fait pendant mes masters. Et ça a failli voir le jour en Alsace, donc dans ma terre natale. À la maison. Terre natale. Ouais, la maison. Mais c'était pile la période de mars-avril, donc le confinement plus compliqué, difficile. Ouais. Du coup, c'est un peu tombé à l'eau. Mais je perds pas espoir. J'espère l'ouvrir à d'autres régions, c'est le but. Et non, c'est vrai que c'est un beau projet. D'ailleurs, je rappelle que le podcast Café Vert et le Guide des 16 Sens, on a construit un sorte de partenariat. Donc, dès qu'il y aura des nouveaux thèmes, des updates comme on dit, par rapport à ton magazine, on en parlera sur ce podcast. Est-ce que tu peux préciser un petit peu les personnes que tu es allé voir, par exemple des exemples, qui sont dans ton magazine? Oui, alors je vais peut-être repréciser aussi le lien entre Café Vert et le Guide des 7 Sens. Oui, bien sûr. C'est que, comme je le disais, on a une vraie valeur d'authenticité et de ruralité. Ça veut dire que les acteurs qui ont été choisis, donc quand je dis acteurs, c'est les intervenants, donc les personnes qui sont dans le guide, qui ont tous été sélectionnés parce qu'ils ont un lien avec l'handicap, l'accessibilité. Ça peut être avec des assos, ça peut être des personnes qui sont formées. Ça peut être tout un tas de choses. Et ce que j'ai vu avant de faire ce guide, j'ai un peu ouvert les yeux autour de moi et je me suis rendu compte qu'il y a deux choses qui sont super essentielles. C'est que il y a une quête de sens, mais dans les deux sens du terme. Donc je m'explique. Vas-y. D'une part, on a des gens, on a une digitalisation de plus en plus présente, etc. On a vraiment des gens en quête de sens, donc de ressenti, de toucher, de voir, de faire des choses. Et d'autant plus avec le confinement, on a vraiment été à la maison, à rien voir, à rien toucher, à rien ressentir, parce que c'est l'émotion dont on parle. Et le guide, l'idée de séparer mes chapitres en 5 sens, c'est aussi venu un peu de là. Parce que je pense qu'il y a une vraie demande. Et le deuxième la deuxième quête de sens, c'est plus une quête identitaire, mais pas du tout franco-française, loin de là. C'est pas plus, chauvine. Ouais, c'est plus une quête de retrouver sa terre natale, de voir d'où on vient. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens, des Français ou d'autres, qui partent faire leurs études, travailler, tout ça, loin de chez eux. Et on a un vrai rattachement et une vraie envie des gens de retrouver un peu leurs racines. Et ça passe par le patrimoine qu'on a en France, et qui est super aimé. On le voit tous les jours. On a vu Stéphane Bern qui a réuni, je sais pas combien de milliards, avec les journées du patrimoine aussi notamment. On voit vraiment que les Français, ils sont attachés à leur patrimoine. On le voit depuis peu aussi avec les langues, justement. Par exemple, en Bretagne, l'explosion du nombre d'écoles où on apprend le breton, ou même les cours sont en breton. Oui. Et j'imagine que c'est une évolution qu'on voit dans toute la France. Bah oui, c'est ça, et ça rassemble... c'est pile dans ce que je voulais dire après, c'est que c'est le patrimoine intangible qui est aussi très très demandé, parce que dans le patrimoine en France, ça se sépare en deux grosses branches. On a le patrimoine tangible, donc ça va être des pierres, ça va être des églises, ça va être des monuments, mais pas que. Par exemple, la ville urbaine, donc la ville à côté de Lyon, on a tout un tas de patrimoine classé qui date du 19e siècle. Donc ça va être le quartier des gratte-ciel, ça va être la mairie par exemple. Voilà, ça regroupe plein de choses. Et après, on a le patrimoine intangible. Donc ça va être des dessins, les langues, comme tu disais. Ça va être la culture, la tradition. Oui, voilà. Et il y a une vraie recrudescence de ces activités-là, en fait, qui tournent autour de la culture et du patrimoine, autant tangible qu'intangible en France. Mais justement, quand t'as lancé ce magazine, le Guide des 7 Sens, c'est en voyant justement ce décalage qu'il y avait entre cette recherche d'identité, de sensibilité, et le fait qu'en face, l'offre n'était pas
pas assez mise en valeur? Alors l'offre, elle est mise en valeur, mais elle est plus tournée vers des tours Eiffel de la France, donc des gros pôles de venue de touristes. On va voir autour du monde l'Opéra de Sydney, le Times Square, enfin ce genre de gros pôles d'attractions. Ouais. Et on voit que ces pôles-là, ils sont vite saturés. Et je pensais aussi à un truc qu'on nous a dit en cours, c'était la tendance du selfie. Qui explique un peu ce phénomène, c'est la grande tendance et la mode de se prendre en selfie devant des monuments comme ça qui sont surexploités. On peut imaginer que ces photos-là, on les prend parce que si on prenait maintenant le Times Square ou la Tour Eiffel juste comme ça, la photo n'a aucune valeur parce que c'est pas unique, on a des tonnes. Et le fait que nous on soit dessus, c'est ça qui rend la photo unique, sinon elle aurait aucune valeur. Je pense que ça explique bien le phénomène qu'on voit avec des gros monuments qui deviennent de plus en plus aseptisés. Comme la tour de Pise avec toutes les personnes qui sont devant, qui essaient de retenir le fait qu'elle tombe. Oui, voilà, on peut même pas compter combien il y a de photos de... Même moi, je l'ai faite. Oups. Voilà. Non, et que t'as quand même raison, et aussi en plus, j'imagine qu'il y a aussi cet aspect preuve que j'ai été devant le monument, pour ensuite le partager sur les réseaux sociaux, un peu comme un fact-checking, comme une liste où on doit remplir tous les critères. Voilà, si je vais à Paris, Tour Eiffel, si je dois aller à Sydney, Opéra de Sydney, et j'imagine que ça a aussi une conséquence un peu sur la perte de valeur de ces monuments. Exactement, en fait, c'est ce qu'on voit, on a eu des analyses, et on voit que le circuit touristique il se fait vraiment avant le séjour, pendant le séjour et après. Et le fait avec les réseaux sociaux de diffuser ses photos, de raconter à la famille, ça passe vraiment dans l'après. Et on a même vu que la sémantique en fait dans le tourisme elle a changé parce que on dit plus touristes, on préfère être des visiteurs, des hôtes. Et c'est plein de choses comme ça qui changent un peu et c'est pour ça que le guide il trouve sa place dans une période qui est super intéressante parce que tout change et c'est super. Justement avec le Covid. Maintenant qu'on ne peut plus se déplacer à l'autre bout du monde, aux États-Unis, en ce moment il y a les élections d'ailleurs, ou en Asie, est-ce que justement ça a poussé les personnes à aller plus vers des monuments, des lieux qui sont plus près de chez nous, et à quel point ce nouveau mouvement est fort, quoi? On a vu des études qui ont montré qu'il y a eu beaucoup plus de tourisme d'agrément, donc ça veut dire agrément, ouais. De la visite aux familles. Ok. Et c'est souvent en zone rurale, du coup. Et après, ça a été influencé par la politique, etc., et par les décisions qui ont été prises. Mais n'empêche que ça reste quand même important de le dire. Alors, d'une part, on a vu tout. On a vu les Parisiens, on a vu les Lyonnais, toutes les grandes villes. À la veille du confinement, aller vers les pôles à la campagne, les zones rurales. Bah oui, c'est vrai. Ça s'est vu et ça s'est bien ressenti. Donc là, on a encore une preuve qu'il y a un changement de la situation au point de vue touristique, mais même plus que ça. C'est vraiment l'envie des gens de sortir un peu des pôles urbains. Et grâce à ça, pendant cet été, on a eu une recrudescence dingue de visites du patrimoine ordinaire. Donc, ce que j'appelle patrimoine ordinaire, c'est tout ce qui est hors Tour Eiffel. Je simplifie un peu. C'est ça, les méconnus, on va dire ça. Ouais. C'est ça. Et ça prouve que justement, ces gens-là, ils ont envie de se rattacher un peu à quelque chose. Et si en plus c'est du patrimoine tangible, donc des pierres, quelque chose qu'on peut toucher, c'est encore plus un espèce de relieur de génération et ça montre vraiment l'identité du territoire. D'ailleurs, les personnes qui gèrent ces monuments méconnus, ces monuments ordinaires, est-ce qu'ils essayent d'en profiter de ce nouveau mouvement pour attirer les visiteurs, par exemple, via les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils vont plus vers les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils font appel à de nouvelles méthodes justement pour communiquer? Alors il y en a qui se sont démarqués un petit peu de ce que j'ai vu. Après j'avoue que j'ai pas tout vu, je suppose qu'il y a plein de gens qui font des choses super. Je suis un peu dubitatif par rapport à ça parce que j'ai vu plein de gens en fait qui sont arrêtés de travailler, qui se sont arrêtés de communiquer et de créer des nouvelles stratégies pendant la période du Covid en disant c'est pas le moment. Et je pense que le risque il est là, c'est que justement il faut profiter de ce moment de pause pour réfléchir, pour monter des nouvelles stratégies, pour vraiment réfléchir à nos valeurs, aux valeurs qu'on veut transmettre. Et justement c'est à partir là de je l'espère printemps-été 2021 où on va avoir une envie des gens de sortir et c'est à ce moment-là qu'on va profiter. Donc c'est super important de faire ça en amont. Donc là c'est la période parfaite. Et d'être prêt, ouais. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu penses que maintenant on parle beaucoup du tourisme ferroviaire. Maintenant, par exemple, avec les nouveaux TGV, les nouvelles lignes de TGV, on peut avoir Bordeaux à 2 heures. Toute la France à moins de 2 heures. Bon, peut-être pas le sud de la France depuis Paris, mais bon, en tout cas, les terres se rapprochent.
Est-ce que ça participe à ça? Comment tu vois les choses là-dessus? Bah, autour du train, j'ai plein de choses à dire. Déjà, le train. Moi, je suis pas une spécialiste de l'avion, de toutes les émissions en carbone, etc. Bon, je sais que c'est plutôt néfaste. On a parlé il y a pas longtemps, en plus, Christophe, des émissions de kérosène, d'un possible avion à hydrogène, etc. Et encore. Je pense que c'est plus calé que moi là-dessus. L'avion à hydrogène, ouais. C'est qu'un projet pour le moment. Oui, voilà, on espère, on compte dessus, mais c'est pas dit que ça se fasse. Finalement, à ce que j'ai compris. C'est ça, oui. En tout cas, il y a des projets qui sont faits avec des objectifs dans 10 ans. Et bon, tant qu'il n'y a pas d'avion qui vole à l'hydrogène, comme toujours, il faut rester, faut pas trop s'enflammer, ouais. Bah, du coup, on a le train. On a quand même le train. Qui est là. Et qui est là et qui marche. Bah, finalement, on dirait pas, mais c'est parce que ça perd un peu en puissance ces derniers temps. Mais ça fait longtemps que c'est là. Et il y a tout un tas de trucs à dire autour du tourisme, enfin, de l'utilisation du train. Déjà, il y a plein de gens qui sont passionnés des trains, mais ça, tu le vois par tout ce qui est les petites maquettes, les musées du train qui ont plein de visites, des millions de visiteurs par an. On a des gares, par exemple, dans les zones rurales qui sont des vrais musées, qui ont des décorations, des trucs d'époque qui même parfois sont abandonnés, donc c'est super dommage. Il y a aussi tout un aspect transfrontalier parce qu'on voit qu'avec le train, maintenant, on peut aller dans toute l'Europe. Des lignes qui vont en Espagne, en Allemagne, en Italie, enfin, c'est un grand délire, quoi. C'est vrai qu'on a l'Europe à portée de main. Ouais. Bah oui, et c'est rapide. À portée de train. Je vais pas dire que c'est rapide, mais ça reste abordable. Enfin, c'est vrai que ça dépend. En ce moment, ça dépend. Mais bon. Mais justement, maintenant, on entend beaucoup parler du développement des trains de nuit. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens aussi Comment tu vois par rapport aux trains de nuit, justement, au retour des trains de nuit en France? Bah, moi, je pense que c'est un truc qui va se développer au fur et à mesure. Je l'espère. En tout cas, vraiment. C'est pas dit que ça se fasse parce que je pense que c'est aussi une décision politique et peut-être même budgétaire, enfin oui, voilà. Mais moi, j'aimerais beaucoup que ça se fasse. Ça fait partie de l'expérience, en fait, ça fait partie du voyage. Complètement, ouais. Et ça rallonge le voyage, hein. Donc ça peut être une bonne idée. Il y a aussi toute cette dimension de tableau vivant, de vous regarder par la fenêtre, tu vois, les zones rurales, et c'est des zones qu'on voit pas forcément parce qu'on passe devant, mais sur l'autoroute, donc on n'a pas forcément la plus belle vue, alors que là, quand t'es dans le train, t'es vraiment dans cette démarche de prendre ton temps, de slow, on en entend beaucoup parler en ce moment, le slow life, adapté au slow tourisme et au slow déplacement. Ça peut être une bonne idée, je pense. Et c'est vrai que pour optimiser les déplacements, tu dors dans le train, comme ça tu n'as pas à acheter une nuit d'hôtel sur place. C'est optimal. Oui. Ça existe déjà, tu dois le savoir, en Allemagne. Et je crois qu'en Allemagne, ça marche plutôt bien d'ailleurs, ouais. Oui, parce que c'est économique, c'est vrai. Non, c'est vrai. En plus, en France aussi, t'as dû suivre ça, l'interdiction des vols courts, des vols, par exemple, lorsque ça peut être fait en moins de 2 heures, je crois. Oui, c'est ça. Justement, ça favoriserait également le développement du train. Bah oui, on l'espère, Ok. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ton magazine et le fait qu'on va rechercher maintenant un petit peu plus les monuments ordinaires qui se trouvent à la campagne, est-ce que tu parlerais à ce moment-là de tourisme rural ? Oui, c'est exactement ça. Le gros topic qu'il y a derrière, c'est l'authenticité, la recherche d'authenticité dans un monde où on a beaucoup de choses qui sont aseptisées, et même les trains d'ailleurs sont aseptisés. Avant, on avait des beaux trains. Bon, il y avait toute l'histoire du charbon qui n'était pas forcément agréable. Maintenant, on a les mêmes trains dans toute l'Europe. Et oui, sur le sujet du tourisme rural, déjà, j'ai commencé en disant que c'est quelque chose qui se fait depuis très très longtemps. On sait même pas quand en fait, à quand ça remonte, mais et les traces qu'on a les plus anciennes, c'est tout ce qui était villégiature, donc des Romains, des Grecs, etc., qui allaient à la campagne pour se ressourcer parce qu'ils avaient des grosses villes, et notamment les dirigeants en fait. Et c'était bien vu chez eux de partir à la campagne pour revenir et prendre des décisions. Alors que maintenant, on voit les responsables partir à la campagne, on dit que c'est des fainéants, qu'ils ont mieux à faire, etc. C'est marrant. Mais bon, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est que on a vraiment pas mal de gens en ce moment qui font des démarches de mise en tourisme. De mise en tourisme? Oui, des mises en tourisme. Donc, par exemple, des agriculteurs, des gens qui ont des parcelles viticoles. Et ça, on peut appeler donc l'agrotourisme, le no-tourisme. Et c'est super intéressant parce que ça ramène les gens vers les exploitants de terre, en fait. Et souvent, ces gens-là, ils font des petites boutiques. Ceux qui réfléchissent un peu leur structure, font des petites boutiques, ça leur permet de vendre. Et c'est super parce que ça casse vraiment le cycle de la distribution et de tout ce que ça implique. Donc la perte de marge, tous les intermédiaires qui prennent chacun un pourcentage monstre. Donc ça ramène un peu de marge et ça fait vivre tous ces gens qui cultivent la terre. Ça leur donne aussi une meilleure image, je pense, parce que souvent les urbains, ils ont pas les codes, donc ils comprennent pas, simplement. Après ça, surtout, ça fait vivre tout un territoire. Parce que si maintenant on a des gens qui viennent sur des territoires, qui achètent, et par là, il y a toute la dimension acheter local, manger local,
qui est aussi mis au centre sur la table. D'ailleurs, j'allais te poser j'allais en parler justement, que maintenant l'alimentation, on en parle de plus en plus et c'est un thème de ce podcast, que ce soit l'alimentation végétarienne, mais surtout oui, le manger local, le manger bio. Oui. J'imagine que ça favorise beaucoup ce tourisme. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment mettre les idées sur la table. Et c'est ce que je disais au départ, c'est que c'est un rôle, à mon sens, qui est super éducatif et bénéfique, en fait. Du coup, on a plein de labels qui sont créés. On a par exemple Bienvenue à la ferme, Vignoble et Découverte, on a les Gîtes de France aussi. Ça montre bien qu'il y a un vrai engouement pour ce tourisme-là. Après, il y a des limites, hein. Il y a des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. C'est éviter le fait pour les exploitants de tout miser sur le tourisme et les visites, et au final laisser un peu à mal leur exploitation. Ça, ce serait pas quelque chose de souhaitable. Et il faut aussi dire que les gens, ils sont pas les paysans, pour le coup, ils sont pas forcément formés à faire des visites, à mettre comme ça en scène leur exploitation, et ça peut faire perdre un peu de bénéfices. Et d'ailleurs, oui, t'as intégré certains de ces fermes, de ces agriculteurs dans ton magazine? Oui, il y en a un auquel je pense particulièrement, c'est Pilane. C'est un monsieur qui a des ânes à disposition. En fait, il se rémunère sur il a une pension, voilà, où il a des chevaux et il se rémunère par rapport à ça. Et il a des ânes à côté, parce qu'il a une passion pour les ânes, ce monsieur, qui les met à disposition de visiteurs. Donc ça peut être des structures qui accueillent des personnes handicapées, ça peut être des associations, ça peut être des familles, tout simplement, ça peut être des scolaires. Ils se rémunèrent pas sur ça, et je trouve ça super intéressant parce que ça part vraiment d'une démarche bienveillante et personnelle, et c'est super, quoi. Et je pense que pour faire des balades. Ouais, c'est ça. Il les met à disposition, il fait une petite formation avant, et après il fait promener ses ânes. Je vais dire ça comme ça. Ah, c'est marrant. Et il fait pas du lait avec, non? Je sais du pas. Lait d'ânesse, non? Je l'ai pas demandé. Non, mais ce qui était super intéressant à la démarche de ce guide, c'était d'aller rencontrer les acteurs. Parce qu'ils ont plein de choses à dire et qui sont super intéressants. Et aussi dans ce guide, si les auditeurs venaient à le feuilleter, c'est toutes les photos qui représentent les activités. Il y a des humains sur les photos, et c'est vraiment une démarche, c'est vraiment réfléchi. C'est le fait de mettre l'humain et de mettre en valeur en fait les acteurs qui font passer pour moi plus d'authenticité et d'émotion, et donc de souvenirs qu'on va espérer heureux. Par exemple, des grandes chaînes, je pense à, des grandes chaînes d'escalade. Et là, on retrouve un peu pour moi, c'est assez personnel, mais pour moi, on rejoint un peu l'aseptisation des activités, etc. Non, mais c'est vrai que je conseille à tous les auditeurs, surtout ceux qui habitent donc pour l'instant dans la région lyonnaise et très prochainement dans la région en Alsace, dans le Grand Est. C'est ça. À voir ce magazine. Ils peuvent d'ailleurs aller sur le site internet. C'est quoi le site internet? Oui, alors je vous encourage à aller sur la page Facebook, parce que j'avoue, je galère un peu à faire vivre tout ça. Et il y a le site internet qui est accessible via la page Facebook. Et voilà, je crois que c'est tout. Ça marche. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'ailleurs en conclusion, peut-être un point que t'as pas dit ou que t'aimerais rajouter? Ah oui, je sais pas si t'as remarqué aussi, les auditeurs ont peut-être remarqué, on parle beaucoup de sujets humains. C'est vrai, beaucoup de questions qu'on se pose dans cette démarche. Et c'est logique, parce que le tourisme, finalement, on est en relation avec des humains. On a bien vu pendant le confinement, les décisions politiques, elles nous ont empêchés d'aller là ou là. Ouais. Bon, là, c'était l'exemple un peu extrême. Et maintenant, je sais plus ce que oui, voilà, je veux dire que c'est un sujet où on se pose beaucoup de questions, parce qu'en fait, on a beaucoup de choses qui rentrent en compte. On a aussi le fait que on sait pas trop si le tourisme c'est un besoin, si c'est une envie, si c'est quelque chose d'obligatoire, si c'est quelque chose d'élitiste, si c'est quelque chose. Enfin, tu vois, il y a vraiment beaucoup de questions éthiques en fait à se poser, parce qu'on traite d'humain, et c'est un peu ça que j'essaye d'expliquer là dans le podcast et dans mon guide aussi. C'est qu'on a beau apprendre la théorie, au final on parle de gens. Je pense que c'est important de le rappeler aussi. Et c'est vrai que c'est un peu un comble, parce que j'ai l'impression que le tourisme de masse, donc c'est là où les personnes se rassemblent le plus, mais c'est également là où ils communiquent le moins, bizarrement. Ouais. C'est vrai, et c'est pas pour rien qu'on dit industrie touristique, hein. C'est qu'on a un vrai problème. En fait, on a vraiment des vrais problèmes. Dans les problèmes, je pense qu'il y a la mauvaise redistribution des richesses. Donc on voit que, les inégalités, par exemple, je veux pas jeter la pierre, mais il y a certains gros distributeurs de voyages que je ne citerai pas, par exemple Marmara ou Look Voyage, etc. Attention qui sont pas forcément justes envers les richesses qui redistribuent sur les zones concernées. Après, on voit qu'on a des zones qui sont vraiment très mal gérées. Je pense à Venise, je pense aux Canaries,
ou en Espagne, quand les touristes partent, on voit que il reste plus grand chose. Hein. Et on a un vrai problème parce qu'il faut pas tout miser sur le tourisme aussi. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment des limites. Il faut faire attention à ça aussi, je pense. Après, on a toutes les problématiques d'écologie, d'accessibilité. Ça, c'est ce à quoi je m'intéresse de plus en plus en ce moment. Et voilà, il y a plein de choses qui sont à remettre en cause en ce moment. Je pense que c'est le bon temps. Toute cette crise-là, faut qu'elle soit utile à un moment ou à un autre, et je pense que c'est le bon moment pour y réfléchir. Peut-être, oui, pour avoir une évolution positive sur le sujet, clairement. Ouais, exactement. Ça marche, ouais, non, c'est un bon point, justement, pour les années à venir, de changer de paradigme un petit peu. C'est ça. S'intéresser un peu plus à ce qu'il y a à côté de chez nous et pas forcément massacrer certains gros pôles touristiques à l'autre bout du monde. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, pour se projeter dans les années à venir, comment tu vois, toi, le tourisme de demain? Est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il est écologique? Ou autre? Alors, je préfère le terme soutenable, parce que pour moi, durable, c'est partir du principe qu'on a un système qui va durer dans le temps, alors que là, on voit qu'on a un système qui est pas au top de sa forme, mais c'est pour ça que je préfère soutenable, en pensant que, voilà, parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose de soutenable dans le temps. Ouais. Mais pour répondre à ta question, demain, je pense qu'il y a il y a plein d'écoles différentes. Il y en a certains qui disent que voilà, on va être remplacé par les machines, tout ce délire de robotique, etc. Et je pense qu'il y a des qualités qui les robots n'auront jamais. C'est une réflexion que nous a dit un professeur en cours, qui a un discours très inspirant, by the way, si je peux pas passer le message. Et lui, en fait, il disait que les qualités de demain, ça va être tout ce qui est authenticité, créativité, surtout, et des qualités sociales, en fait. Et c'est super important, et notamment demain, dans le monde de la culture, là, on voit qu'on a des actualités qui sont un petit peu, qui montrent un petit peu des avis divergents, etc. Ça marche. Et donc, on va passer dans la dernière partie de ce podcast, donc les écolo-tips. 4 questions, 4 réponses courtes sur les 3 thèmes de ce podcast, donc l'alimentation, les transports et le zéro déchet, ainsi qu'une dernière question sur voilà, les livres, les films sur l'écologie que t'aimes. Donc, on va commencer par la première question. Est-ce que tu as une recette végétarienne que tu prépares, que tu aimes préparer et que tu conseilles aux auditeurs? J'en ai plein, mais j'en ai une et je vais vous Il en donner faut la une. plus simple. Ouais, je vais vous donner la plus simple, c'est tout simplement acheter ou faire, si vraiment vous êtes motivé, une pâte brisée ou une pâte feuilletée, et mettre du fromage dedans et la passer au four. Parce que le plus simple, parfois, c'est le mieux. Du fromage, quel type de fromage tu utilises, d'ailleurs? Tout ce que tu veux, hein. C'est ça qui est beau. Mais c'est pas trop lourd? Après, tu fais une petite salade à côté ou quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, ouais, c'est simple et c'est efficace. On va dire. Ça marche. Une destination en France ou à l'étranger qui n'est pas loin de la France, accessible en train. Justement, on parlait du train. Oui, oui, il y en a plein. Je vais rebondir sur ça en disant qu'il y en a plein, que parfois les zones rurales c'est encore mieux. Il y a une zone, un endroit que j'avais vraiment adoré qui s'appelle Étretat, c'est en Normandie. Les falaises. Il y a les falaises, ouais. Exactement. Et c'est un endroit que j'avais beaucoup aimé et je le conseille parce que moi j'ai passé des super moments, du coup je le conseille. D'ailleurs, si on peut préciser là-dessus et en rapport justement avec cet épisode de podcast, c'est vrai que falaises, en tout cas à Étretat, on connaît surtout les falaises. J'imagine que c'est là où les touristes généralement se retrouvent. Mais est-ce que t'as vu aux alentours d'Étretat justement des endroits qui méritent d'être vus? Pour être honnête, j'ai pas trop le temps quand j'y étais, mais j'étais au Havre et c'est une ville qui a, je pense, mauvaise réputation, qui a pas vraiment de centre historique, qui a plus, de centre historique. Mais je pense que c'était une ville très agréable avec les docks, notamment avec plein d'activités culturelles et moi ça m'avait bien plu aussi. Et qui essaye de se renouveler, ouais. De musées, etc. Point de vue historique. C'était super. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément connu pour ça. Aussi, c'est connu pour son port, mais pas forcément pour un certain dynamisme culturel. Donc, ça vaut le coup, ouais. Bonne idée, oui. Bonne destination pour après le déconfinement. Oui. Et une astuce zéro déchet que t'appliques ou que t'aimerais appliquer dans ta vie de tous les jours? Je commande beaucoup d'objets, de fringues et de meubles et de déco ou des trucs comme ça en seconde main. Donc ça va être des applis comme Vinted, Le Bon Coin, tout ce qui remet en relation acheteur et vendeur que j'utilise beaucoup. Là-dessus, c'est surtout pour l'aspect écologique ou pour l'aspect humain dont on parlait justement dans ce podcast? Pour un petit peu les deux. Je parlais de la redistribution des richesses et c'est quelque chose que je trouve important. Aussi important que tout ce qui est écologie et conscience de la terre. Donc c'est un peu pour les deux. Et t'as pas eu de mauvaises surprises d'ailleurs, je sais pas, des meubles tagués, des vêtements un peu sales? Non. Après sur Le Bon Coin, tu viens les récupérer en main propre, donc tu vois, t'as toujours le choix de refuser ou de dire non, ça me convient pas. Ouais, voilà. Ok. Et la dernière question, un élément culturel, livre,
films ou tout autre support également, que tu conseilles pour toute personne qui voudrait se renseigner un peu plus sur l'écologie, sur l'environnement, les énergies renouvelables? Alors, c'est en rapport avec le tourisme toujours et l'industrie touristique. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé qui est de Sylvie Brunel et qui s'appelle La planète Disneylandisée. Ok. En fait, c'est une géographe qui fait un récit sur son tour du monde avec ses 2 adolescents. Et donc, elle parle par chapitre de continents. Et par exemple, elle parle, quand elle était en Nouvelle-Zélande, d'un geyser qui se mettait en éruption tous les jours à 10 heures, selon la brochure. Et après, elle en parle. Et par chapitre, en fait, elle prend des trucs comme ça qui la dérangent et elle développe vraiment. C'est super facile à lire parce que c'est sous la forme d'un récit. Et je le conseille beaucoup. Et après, j'ai un autre papier qui s'appelle la feuille de chou, de Voyageons Autrement. D'accord. Et en fait, c'est un site internet qui a vraiment des valeurs que je partage et c'est celle que j'ai essayé d'expliquer pendant tout le podcast. Des articles qui sont écrits régulièrement, qui sont vraiment intéressants à lire et qui traitent de tous les sujets qu'on a abordés tout à l'heure. Donc, je le conseille aussi vivement. Pour être bien sûr, c'est un blogueur qui défend l'écotourisme, le tourisme local, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça, entre autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ces papiers. Ça marche, c'est pas mal comme idée d'une partie, avec ton premier conseil, de dénoncer le tourisme actuel, mais également d'offrir une solution, une porte de sortie avec justement ce blog qui permet de redécouvrir. Ouais. C'est exactement ça. J'ai un prof qui disait la semaine dernière en cours, c'est trop tard pour être pessimiste. Et j'ai trouvé ça très, très joliment dit. Non, c'est vrai, c'est un peu aussi l'esprit dans ce podcast. Il faut toujours, se battre, c'est un bien grand mot, mais toujours être optimiste. Oui, voilà, c'est ça, qu'il y a plein de choses à faire et que on va partir en vacances, on attend que ça. Donc maintenant, faut juste réfléchir comment. C'est juste ça. C'est ça. Et attendre la fin du confinement. Ouais, voilà. On espère bientôt. Merci Elodie pour cet épisode et pour ces nombreuses nouvelles informations sur le tourisme et comment voyager de façon plus écolo. Merci à toi. Du coup, je rappelle juste ton projet, donc le guide des 7 sens. Donc vous pourrez voir les informations également sur le site internet de Café Vert, donc cafévertpodcast.fr, et vous pouvez retrouver cet épisode donc sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et je vous retrouve très 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 bientôt pour un nouvel épisode. Salut Elodie. Salut Christophe. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.